Donc, je vais commencer par par une phrase qui existe dans la présentation de ce colloque par Jean-Louis Cohen. Il nous dit qu'en architecture, le délicat ajustement entre le répertoire des formes disponibles et les attentes des différentes composantes de la société s'opère selon une matrice dans laquelle discours et pratique se croisent, les architectes étant parfois des protagonistes dont le programme s'impose aux politiques. Et c'est exactement là-dedans que s'inscrit mon présentation, c'est-à-dire comment l'architecte peut être anticipateur du politique à propos d'Athènes, fondation d'Athènes, ville-capitale de 1833, de la Grèce, et la perte de ce statut d'emblème pour devenir tout simplement un symbole. Pour saisir les glissements d'un temps à l'autre, il faut d'abord rappeler que le concept de l'État-nation ne peut se développer sans la notion de ville-capitale. Parenthèse ici, ma lecture sur Athènes sera transversale et donc de la fondation de la ville-capitale à la métropole décrépite aujourd'hui. Voilà le fil du temps. Donc, la ville-capitale, en termes politiques, nous intéresse ici plus particulièrement au XVIIIe siècle. À propos du rapport entre l'État et la ville-capitale, deux positions s'affrontent. D'une part, il y a Rousseau qui vilipende la capitale. Si les villes sont nuisibles, les capitales le sont encore plus. Et encore, il ajoute, de la capitale s'exhale une peste continuelle qui mine et détruit la nation. D'où la proposition d'ailleurs extraordinaire d'une capitale nomade qui va être proposée aussi pour Washington, pour Athènes et puis pour la capitale du Canada. Il y en a d'autres propositions de capitales nomades. À l'opposé de cette position de Rousseau, qui est une position politique, de philosophie politique, mais qui se rapporte à l'espace, à l'opposé donc, nous rencontrons la position de Diderot, qui suggère à l'impératrice Catherine de Russie de transférer la capitale au centre du territoire, c'est-à-dire de Saint-Pétersbourg à Moscou, pour mieux contrôler l'État et le territoire, tout en ajoutant que, je cite, « la capitale est un grand animal vorace qui reçoit sans cesse et ne rend rien ». Là aussi, donc, nous avons une position politique. Il ne fait pas l'éloge de la capitale, mais il a une position pragmatique sur l'impossibilité de gérer le territoire de l'État, nation, de l'époque sans une capitale. Si la capitale donc est un mal nécessaire, elle est aussi un emblème grâce à l'architecture et aux monuments. Car, il poursuit Diderot, quant aux édifices à construire à Moscou, l'impératrice en fera la dépense, elle sera comme la fondatrice de la ville. Moscou existe, mais en construisant, elle sera la fondatrice de la ville. Comparé à l'importance de l'objet, la dépense n'est rien. Le rôle du bâtiment qui représente le pouvoir et les fonctions du pouvoir est donc importante. Indépendamment des régimes qu'elle représente, la ville-capitale de l'État-nation est bien un emblème. Et par emblème, j'entends ce que Jean Starobinski développe dans les emblèmes de la raison concernant le rôle de l'architecture plus particulièrement. Avant d'avoir une signification et pensée économique, culturelle, c'est la dimension idéologique et politico-juridique de la capitale qui prime à l'époque. Je distingue trois temps
Et je viens maintenant à Athènes et au rapport intime entre le politique et l'architecture. Le premier temps est celui de l'anticipation par les architectes du choix de l'emplacement et du plan de la capitale avant même que la décision politique soit prise. En parlant de la Grèce, c'est un tout petit territoire, moins que la moitié de la Grèce d'aujourd'hui, qui se crée à partir de 1828 comme un gouvernorat autonome, mais sous l'Empire ottoman toujours. La fondation de l'État grec en 1828, donc, est une conjonction entre l'insurrection des Grecs comme les Ottomans, contre les Ottomans déclenchée en 1821 et la stratégie géopolitique des trois puissances de l'époque, la Russie, l'Angleterre, la France, qui cherchent à affaiblir l'Empire ottoman en appuyant la création d'un État grec indépendant. Je m'excuse pour ce récit un peu qui situe le temps et la politique, mais je pense que c'est utile pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire. En 1828, donc, les trois puissances obligent les Ottomans à accepter la création de ce gouvernorat et comme gouverneur est nommé Ioannis Kapodis, ce qui est très intéressant parce que, comme figure, parce que d'un côté, il est pendant longtemps ministre des Affaires étrangères du tsar de Russie, et en même temps, il est un des auteurs de la constitution de la Confédération helvétique, avant de devenir gouverneur de la Grèce. Il est assassiné, et en 1830, les trois puissances décident en 1832 de nommer comme roi de Grèce Othon, fils du roi Louis de Bavière, lui-même philhellène, amateur d'art classique et surtout pilleur d'antiquités. La moitié des musées de Munich seraient vides s'il n'y avait pas Louis de Bavière. Mais il était cultivé. Othon, qui est encore mineur, s'installe en janvier 1833 à Nauplie, alors capitale provisoire de la Grèce, et il est accompagné de la régence. Ici, vous avez un tableau du départ d'Othon de Munich en décembre 1832, et ici, c'est intéressant, avant qu'il s'implique sur le plan d'Athènes, vous avez la figure de Léon von Klenze, qui est déjà un homme de cour. Donc, la régence est composée de trois bavarois de la cour de Louis, dont le plus important est Georg Ludwig Maurer, professeur de droit coutumier français et juriste. Il est ministre de la Justice, d'ailleurs aussi sous Louis de Bavière, et il a un grand admirateur qui s'appelait Karl Marx, parce qu'il considérait que c'était une sorte de réhabilitation du droit coutumier, comment il peut se moderniser et tenir compte pour qu'il n'y ait pas de rupture entre passé et avenir socialiste. Maurer va jouer un rôle majeur pour la fondation des institutions de l'État grec, mais aussi pour le choix de la capitale. À côté de ces acteurs proprement politiques, d'autres intervenants jouent aussi un rôle également politique très très important en tant que conseillers. Bien sûr, les archéologues grecs et allemands, des ingénieurs français et des Saint-Simoniens, ingénieurs des ponts et chaussées. Il y a l'armée française qui, en 1828, débarque au Péloponnèse, envoyée par la Charles X. Des antiquaires, donc des philhellènes venant de partout, y compris des États-Unis,
des érudits et des savants philologues. Mais c'est surtout les architectes qui nous intéressent ici. Et tout d'abord, à gauche, Stamatios Kleanthis, c'est la seule représentation que nous avons en photo de lui quand il est assez âgé, et qui est grec de l'étranger, et Eduard Schaubert, qui est, lui, allemand. Tous les deux, ils se rencontrent à Berlin. Ils sont étudiants de la Bauakademie de Schinkel. Ils sont étudiants de Schinkel de 1826 à 1829. Ce qu'il retire de cet apprentissage, ce n'est pas seulement la composition, mais aussi les théories de Schinkel, le peu d'écrits que nous avons, très peu d'écrits que nous avons le montre, mais ce sont surtout les édifices entre 1820 et lors de leur départ, mais ils retournent à Berlin en 1829, 1830, 31, les édifices que Schinkel conçoit dans les années 1820, qui sont des équipements publics et pas d'architecture du prince. On réduit très souvent Schinkel comme l'architecte du prince. C'est en même temps un architecte de l'État-nation futur, Schinkel, désiré par Fichte, dont Schinkel est un adepte. Donc, c'est le Schauspielhaus, le théâtre donc, de Berlin, 1822, l'Altes Museum, 1825, et puis un projet sur lequel travaillent, dessinent Schaubert et Kleanthis, qui sont les grands magasins. Ces trois, je montre que ces trois édifices, parce on va les retrouver autrement à Athènes. En 1831, Kleanthis et Schaubert, munis d'une lettre de recommandation de Schinkel pour le gouverneur, pour le pouvoir, grec, partent en Grèce, donc, et surtout, ils partent de leur propre initiative pour contribuer, en tant qu'architectes, à la fondation du nouvel État. Ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils vont faire en Grèce. Mais comme il y a tout à faire, il y aura du travail. Ils arrivent à Athènes et vont réaliser un relevé. Plusieurs autres relevés existaient, dont un relevé de l'Empire datant de 1826, ottoman, et un relevé, et plusieurs autres relevés à partir de 1798, du consul, entre autres du consul Fauvel, consul de France. Donc, ils tiennent compte sûrement du relevé du consul de France, pas du relevé ottoman. Les deux jeunes architectes réalisent donc un relevé à leur tour des rues de la ville en ruine, avec les antiquités visibles et les églises, avril 1832. En fait, ils relèvent la structure urbaine de la ville ottomane, mais les maisons n'apparaissent pas. Et c'est suite à ce relevé qu'ils font de leur propre initiative qu'ils prennent une autre décision, de faire le plan de la ville, qu'ils nomment déjà ville capitale, quand Athènes n'est pas encore choisie comme ville capitale, sur les décombres de l'Athènes ottomane et aussi sur l'emplacement de l'Athènes classique. Décision controversée, bien sûr, parce qu'on ne pourra jamais opérer des fouilles de l'Athènes classique, tandis qu'on aurait pu. Ce plan, il est dessiné entre 32 et 33, et depuis mai 1832, c'est vrai que le gouvernement avait passé commande
pour une quinzaine de villes grecques, plus ou moins prospères, plus ou moins détruites, dont quelque part passe aussi voir le plan d'Athènes. Et ils disent, les deux architectes, je les cite, devant cette précision, si Athènes sera capitale ou pas, nous avons cru pouvoir cheminer en considérant Athènes comme future capitale de la Grèce et siège du roi. C'est les trois documents seulement que nous avons de leur part concernant le plan d'Athènes. Il n'y a pas de croquis, il n'y a pas, c'est une reconstitution seulement, avec à gauche, en haut, le relevé, le plan en bas à gauche, et puis un rapport sur cette ville nouvelle qu'ils souhaitent devenir capitale. Donc, effectivement, Cleanthes et Schaubert anticipent. Leur plan est conçu comme celui de la capitale de la Grèce, et leur modèle urbain ne correspond à aucune ville européenne du Nord, ni à aucune ville italienne. Je dis européenne du Nord ou italienne parce que c'est les deux éventualités que va présenter Cleanthes quand il viendra à Athènes et qui opte pour la forme de la ville italienne. C'est intéressant, 2 minutes, je vais présenter la manière dont ils ont travaillé. Ils prennent 3 repères à partir de leur relevé, où il y a toutes les antiquités et quelques mosquiées et quelques églises byzantines. Ils choisissent 3 repères, le stade antique, l'acropole, bien sûr, et une petite église byzantine qui s'appelle Kapnikarea, dont ils ne citent pas le nom dans leur rapport. Et à partir de là, ils font un triangle isocèle parfait et rectangle. Et sur le sommet de ce triangle, qui fait face à l'acropole, ils situeront le palais du roi. Le palais du roi face à l'acropole. C'est le rapport entre histoire, l'acropole, pouvoir, le palais, les ministères, à droite et à gauche du palais, qui marque la dimension emblématique de ce plan d'Athènes. De cette structure abstraite, de ce tracé géométrique, naîtra la structure urbaine qui sera dotée de tous les équipements, institutions et fonctionnalités d'une ville européenne. Ça, c'est aussi intéressant, parce que quand on voit la liste des équipements qu'ils proposent, je dis bien qu'ils proposent, il n'y a pas de programme. Le programme, ce sont eux qui le font. Il y a bien sûr le palais, les ministères, mais il y a la bourse, mais il y a l'arsenal, il y a la poste, la police, la douane, bien sûr les églises, les halles, le marché, les bains publics, etc., etc., les théâtres, etc. Et c'est une liste complète, une collection, je dirais, des équipements qui existent dans des villes comme Berlin, comme Munich, comme Karlsruhe, qu'ils connaissent très bien, mais aussi Paris post-napoléonien. Mais l'intéressant, n'est pas seulement le fait que c'est un projet complet, mais c'est aussi le fait que c'est un programme fait par les architectes sans aucune intervention. Et en même temps, ce plan, il est moderne. Il est moderne. Il y a le repère de l'Antiquité, mais il y a aussi 2 éléments qui marquent sa modernité. C'est la création d'un parc archéologique étendu qui protège la ville, ou plutôt protège les antiquités de la ville. C'est une idée moderne qui se discute déjà à Rome à l'époque, elle est rejetée par le pape. Et ensuite, une gare ferroviaire en dehors
du plan d'Athènes, il n'apparaît pas, pour relier Athènes au Pirée. Donc, c'est une sorte de mise en valeur de l'archéologie et de l'Antiquité d'une part, et du commerce d'autre part. Pirée étant le port qui relia Athènes avec le monde. En fait, contrairement à ce qu'on pense, et très souvent, et encore aujourd'hui d'ailleurs certains, le choix d'Athènes pour les politiques n'était pas évident. Pendant que les architectes anticipent la décision du gouvernement, une bataille rangée se déroule entre une dizaine de villes prétendantes. Et le régent Maurer, mais Klentz aussi le notera quand il viendra à Athènes, Maurer écrit « Autour de l'affaire de la capitale qui touche des intérêts économiques vitaux, les discussions faisaient rage, tant parmi les privés que les officiels et les journaux, avec d'énormes manchettes plaidaient les uns pour l'une, les autres pour l'autre solution. » Ainsi, deux groupes se forment. Le premier groupe, composé des chefs révolutionnaires et des chefs de clans qui ont participé à la révolution et qui proposent comme capitale leur propre fief. Et puis un deuxième groupe qui est celui qui prône Athènes. Alors, il est favorable à Athènes et il est hétéroclite sur tous les plans. Il est composé d'hommes politiques bavarois, surtout, de philhellènes étrangers, d'hommes politiques grecs, modernistes ou pas d'ailleurs. Le choix d'Athènes au nom de l'Antiquité n'est pas forcément réactionnaire d'ailleurs, car ce faisant, on neutralise les forces politiques locales. La vraie décision, c'est pour ça qu'elles se prennent, neutralisation des forces politiques locales, de la même manière, mais sans histoire. Athènes se choisit à cause de son nom, de l'histoire, mais Washington, sans histoire, elle est choisie pour neutraliser des villes comme New York, Philadelphie, Annapolis, Boston, etc. Le jeune roi Othon débarque donc à Athènes, désormais capitale, le 1er décembre 1834, une fois que les architectes ont présenté leur plan au gouvernement. Et durant ce premier temps, qui fut celui de l'anticipation du politique par l'architecture et la conception emblématique de la capitale, l'action à retenir en matière d'architecture de la part du nouvel État fait l'introduction de 3 ruptures majeures qui visaient non seulement la forme, mais aussi la culture d'habiter de l'ancienne ville ottomane. Rupture. Et c'est très intéressant, je vais citer, bon, vous comprenez l'effort gigantesque pour créer un État ex nihilo, qui appartienne à un autre monde. Mais d'autre part, effort gigantesque pour créer une capitale. Mais il y a 3, au niveau de l'architecture et de l'urbanisme, mot inapproprié pour l'époque, il y a 3 éléments que je voudrais noter. Au niveau urbain, d'abord, l'instauration des règlements et planification des villes, déjà Maurer, avec d'autres, crée des règlements dès 1833, introduction des trains techniques, des tracés, des réseaux, le travail de l'ingénieur architecte, sur le modèle de Polytechnicum allemand d'ailleurs. La deuxième rupture, c'est l'introduction de l'architecture savante. 1836, déjà, il y a création d'une école petite, mais une école on l'appellerait des techniciens du bâtiment. Donc l'architecture savante, le livre, en fait, l'introduction du livre. Et troisième rupture, l'introduction du métier et de la profession d'architecte, qui est une idée, d'ailleurs, des ingénieurs de l'armée française et qui s'apparente au bâtiment public en France. Alors, ce premier temps qui ne dura qu'à peine 4 ans est celui de la fondation de l'État de la capitale. La fondation de la capitale, ville nouvelle ex nihilo,
est la condition sine qua non pour affirmer la fondation de l'État ex nihilo. L'architecture précède le politique parce que ce dernier ne s'occupe pas de la représentation, ni programme, ni du style des édifices, mais qu'il travaille dans l'urgence pour mettre en place des structures de l'État. Ce fut un effort véritablement titanesque qui eut lieu et auquel participa l'architecture, mais détachée des pressions multiples, elle fut idéaliste, pure, je dirais, éthérée, comme le dessin et les mots qui l'accompagnent, sans compromis ni compromission. Le dialogue entre architecture et histoire, et pas seulement architecture et antiquité, légitime le pouvoir politique. C'est l'idée des architectes. Car en même temps qu'on introduisait les nouvelles structures et institutions, les modes de gouvernement et les nouvelles techniques concernant l'espace, on introduisait aussi les mots qui les désignent. Il n'y avait pas de mots pour toutes ces actions. L'architecture prêta ainsi au pouvoir son vocabulaire technique et esthétique. Je viens maintenant au deuxième temps, qui est une inversion de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Le politique reprend l'initiative face à l'architecture et l'urbanisme, et à partir de 1835, déforme ou reforme le plan de la ville capitale avec des plans d'aménagement successifs qui vont se dérouler pendant tout un siècle d'ailleurs, inapplicables et inappliqués. Pourquoi le pouvoir tout d'un coup s'intéresse d'urbanisme? D'une part parce qu'il s'est bien malgré tout installé, et d'autre part à cause des habitants. Les habitants qui ont quitté Athènes et qui reviennent à partir de 1830 et qui, à partir de 1833, on commence malgré tout à faire le tracé 434, à faire le tracé du plan de Cléanthes et Schaubert, mais les habitants continuent à construire sur les terrains de leur ancienne maison. Donc il y a une double action. D'un côté, le tracé de la ville, et de l'autre côté, l'action des habitants, mais aussi des spéculateurs, dont certains sont des hommes politiques aussi, qui spéculent aussi, ou ils se compromettent. Hein. Et à gauche, enfin, on ne le voit pas très bien, mais c'est un plan relevé de 1834, août 1834, d'un ingénieur allemand, Weiler, et les points noirs, je ne sais pas si vous les regardez, c'est tout, ce sont des maisons illégales. Et à un tel point que même l'ancien parc archéologique, il est déjà sur le quartier actuel de Plaka, pour ceux qui connaissent Athènes, c'est déjà occupé par des maisons abusives. C'est la raison donc pour laquelle le pouvoir révoque les deux architectes Cléanthes et Schaubert, qui refusent d'apporter des modifications qui sont des demandes des habitants, réduction ou des spéculateurs, réduction de la largeur des rues, disparition des places, effacement des équipements, etc. etc. Donc, c'est Léo von Klenze, l'architecte de Louis de Bavière, préféré à l'époque, qui est appelé à la rescousse, au fond, pour pacifier la situation. Klenze est un proche du pouvoir. Il accompagne Louis Prince dans ses escapades romaines, et surtout, à gauche, la première personnage à gauche, c'est Klenze, et Louis de Bavière au centre, Louis de Bavière qui se prend pour architecte. Klenze, tout en étant l'architecte du roi, donc, lui, il est architecte du roi en plein,
joue aussi un rôle politique et diplomatique dans la cour. En arrivant à Athènes d'ailleurs, il apporte aussi la révocation du régent Mauer, qu'il déteste, comme aussi Louis de Bavière, parce qu'il est considéré comme privilégiant la monarchie constitutionnelle quand Louis de Bavière veut instaurer une monarchie absolue, ce qu'il arrive à faire pendant 10 ans. La monarchie constitutionnelle se crée en 1842. Cleanthes développe bien sûr dans ses peintures un imaginaire polychrome pour Athènes, mais son action même dans la nouvelle capitale est essentiellement pragmatique. Il pratique une architecture de correction, et il n'y a pas d'innovation. Il reprend, il corrige le plan et il le modifie là où c'est impossible de le modifier. Et ce plan qu'il fait très vite d'ailleurs, dans un mois, septembre 1834, déjà il prend en considération la ville abusive, la ville illégale. Il change l'emplacement du palais, etc., etc. Il critique le plan des élèves de Schinkel car il trouve trop abstrait, et justement qu'il est, pas méditerranéen, trop nordique. En fait, il cède pour l'essentiel aux protestations. Il propose un plan correctif qui convient à tout le monde, au gouvernement, aux habitants, aux spéculateurs. Il maintient les maisons illégales et les transformations et modifications apportées à l'espace public de Cleanthes et Schaubert. Avec Cleanthes commence donc le deuxième temps. Le plan de correction fait partie d'une stratégie politique qui tient compte de la réalité dont la faiblesse de l'État naissant est la caractéristique principale. Cleanthes répond aux exigences du politique, d'où l'inversion. Ainsi, l'ancien tissu ottoman renaît en partie, le parc archéologique disparaît et aucun équipement public, aucune des infrastructures prévues, égouts notamment, ne seront réalisés. Les différences sont majeures entre le projet de fondation de Cleanthes et Schaubert et le projet correctif de Cleanthes. Pour Cleanthes, Athènes, ça c'est intéressant, devrait être conçue comme une simple ville nouvelle méditerranéenne. Il dit plutôt ville qui ressemble aux villes italiennes à cause du climat, une simple demeure du roi, mais pas une ville capitale. Contrairement aux élèves de Schinkel, Cleanthes amenuise la signification emblématique de la capitale. En ce sens, l'affaire de l'emplacement du palais est politiquement significative. Je vais passer très vite sur cette histoire qui m'a passionné quand on l'étudie. Cleanthes et Schaubert, dans leur premier plan, ils mettent le palais du roi face à l'acropole. Donc c'est un dialogue à distance entre l'histoire et le pouvoir. Pardon. Au même moment, en 1834, Schinkel dessine le projet pour un palais sur l'acropole. C'est ce projet très connu, qui a été, heureusement qu'il n'a pas été réalisé, ça, la question n'est pas là. Mais le choix de Schinkel, c'est aussi un choix politique. C'est-à-dire, c'est l'identification, ce n'est plus le dialogue à distance, mais l'identification de l'histoire avec le pouvoir. Et l'un légitime l'autre. C'est peut-être les deux extrêmes, mais les deux solutions les plus plausibles, je dirais, par rapport au rapport histoire, État-nation, capitale. On peut dire que c'est aussi le fait que Schinkel, c'est un décorateur de théâtre et d'opéra, mais ce n'est pas un décor qu'il propose, il propose une mise en scène du pouvoir. Le palais ne sera construit sur ces deux emplacements. Cleanthes va proposer la troisième place et à la fin, il va être construit sur l'emplacement actuel, qui est l'Assemblée actuelle,
C'est un projet plutôt insipide de Friedrich von Gärtner, l'autre architecte préféré de Louis de Bavière. Je passe. En fait, depuis la fondation de l'État, à part quelques édifices publics construits par donation de riches commerçants ou armateurs grecs fortunés de l'étranger, l'État n'investira jamais ni pour ces édifices publics, par exemple les universités, les prisons, les hôpitaux, etc., ni les édifices emblématiques, et encore moins pour l'espace public. À part une courte période, et là, nous sommes toujours dans le deuxième temps, qui dure pratiquement un siècle, de la fin du XIXe siècle, où une timide industrialisation ou encore une plus timide mise en place de travaux, ça c'est des usines abandonnées depuis 1900, l'an 2000, disons. Et ça, c'est des travaux d'embellissement et quelques infrastructures qui verront le jour. Mais ce sera seulement la promotion privée, chaotique, qui dominera tout le XXe siècle. Malgré le fait que les plans d'aménagement se succèdent, ici deux exemples des schémas d'Oxiadis et de Candilis pour l'abandon du centre historique et son déplacement l'un sur la mer, l'autre au nord d'Athènes. Aucun de ces plans ne sera réalisé et l'image de la ville du XIXe et de la première moitié du XXe siècle s'effacera aussi. Dans ce deuxième temps, qui dure environ un siècle, quand la ville s'installe et se développe, le pouvoir impose à l'architecture sa politique. Et cette politique, c'est la permissivité, le laisser-faire et céder. Pendant ces deux temps, et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la ville-capitale joue toujours un rôle emblématique de siège du pouvoir central malgré tout, donneur d'ordre et de gestion du territoire national. Et c'est surtout l'appel d'ailleurs à Doxiadis, à Candilis et à d'autres chemins directeurs des années 50 et 60 est dû au futur président de la République, Karamanlis, qui est évincé lors de la dictature du colonel. Au fond, tous ces plans ont un double objectif. D'une part, la volonté de l'effacement du passé ottoman, impur, pour trouver le passé pur de l'histoire antique, et d'autre part, l'invention d'un futur de l'État moderne. Et pour finir, je viens au troisième temps, Athènes métropole. Le plan historique, Athènes historique, elle est là, par rapport à l'échelle de la métropole. Le troisième temps, donc, est celui de l'après-deuxième guerre mondiale, qui est l'objet d'une autre inversion. Athènes devient une métropole de 4 millions et plus aujourd'hui d'habitants sur 11 millions d'habitants. Une métropole spontanément, je l'appellerai polycentrique, chaotique, dont la fonction principale est l'habitation privée d'une copropriété généralisée. C'est la promotion privée qui s'impose sur le politique et l'architecture, ou plutôt le politique adopte la stratégie de la promotion privée. Il faut attendre la fin du XXe siècle, ça c'est différentes typologies de maisons qui au fur et à mesure densifient Athènes. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour que les grands travaux d'infrastructure, construction des autoroutes, aéroports, métros, tramways, tous ceux qui voyagent à Athènes aujourd'hui peuvent rencontrer toutes ces infrastructures, l'éloignement des industries polluantes, mais aussi le remplacement du parc d'automobiles polluants,
pour qu'on puisse parler de modernisation concernant surtout la mobilité et les transports. Rien d'autre ne change. Pour accueillir les Jeux olympiques de 2004, ces travaux se sont accélérés, créant d'énormes endettements qui ont conduit aussi à la crise économique et à l'effondrement de l'industrie des investissements et du bâtiment et du foncier. D'où la crise. Ainsi, ce sont encore, qui dure encore aujourd'hui, ça c'est une image des bureaux au centre d'Athènes fermés, c'est en 2011, la situation ne s'est pas améliorée encore aujourd'hui. Et si ce sont encore aujourd'hui quelques mécènes armateurs, Onassis ou Niarchos, qui financent des rares projets pour l'espace public ou quelques édifices publics comme l'Opéra et la Bibliothèque nationale, projet de Renzo Piano. La grande mutation, c'est donc ce troisième temps. La ville-capitale a perdu son rôle d'emblème pour ne garder qu'un rôle symbolique. Et par symbole, il faut entendre ici l'image de l'emblème ossifié. De manière générale, ce n'est plus la politique qui contrôle, on peut dire, partout dans le monde, ce n'est plus la politique qui contrôle l'État et impose une stratégie d'aménagement et gestion de l'espace. Et encore moins une forme de représentation, appelons-le style architectural du pouvoir, qui met la ville en scène, comme le faisait Schinkel d'ailleurs sur son rideau de scène du Schauspielhaus. Il avait dessiné Berlin quand les spectateurs rentraient, il avait sous les yeux l'image de Berlin. C'est le temps des métropoles, de l'écomonopolis, comme dirait Doxiadis, de la mondialisation, de la dilution et du déplacement des centres des ordres. Ce n'est plus le politique qui gère l'économique, mais l'économique, la finance ailleurs, qui crée les centralités sans stratégie qui s'imposent aux politiques. Et après, on installe une stratégie, mais pas à Athènes. À Athènes, ce sera la microéconomie du bâtiment jusqu'à la crise de 2010. Mon propos, forcément sommaire, visait à souligner qu'il y a plusieurs types d'imprécations et d'insinuations du politique dans l'architecture ou l'inverse. Le rapport n'est ni unilatéral ni univoque et il se joue sur plusieurs tableaux et dans chaque pays différemment. Il serait faux de vouloir établir une hiérarchie dans le rapport entretenu entre architecture politique et économie, car ce sera enlever la part d'autonomie et d'autonomie qui revient à chacune et surtout à l'architecture en tant qu'art. C'est les temporalités qui désignent les hiérarchies. Mais jusqu'à un certain moment, indépendamment de l'ordre, différentes logiques s'instaurent avec le temps de l'histoire. Pour terminer, Rio ou Alger sont incomparablement plus belles qu'Athènes, et ce, malgré les louanges parfois conventionnelles d'architectes qui ont construit ou l'ont visité, comme Gropius Botta et dernièrement Renzo Piano, à l'exception de Le Corbusier, qui n'a pas aimé cette ville, sauf l'Acropole, bien sûr. Mais curieusement, ce n'est pas le gigantisme, les figurances architecturales ou l'extrême désordre qui me séduisent à Athènes, mais un subtil chaos qui provient peut-être de la combinaison d'une architecture uniforme, neutre, une architecture de promoteur plutôt modeste, avec la topographie historique qui rentre en jeu, les montagnes comme ligne de l'horizon, comme disait Corajou, et des mots qui racontent son histoire. En somme, une architecture par fragments, mais pensée et raisonnée dorénavant, pourrait être une piste de travail pour Athènes du XXIe siècle. Merci.